et qu'aujourd'hui on a une juxtaposition, polygamie, polyandrie, polygynie, mariage de groupe, tout ça existe. Mais il y a quand même une tendance lourde dans l'histoire de l'humanité, qu'on le veuille ou non, elle est là, je ne dis pas que je la souhaite, mais elle est là, c'est le choix que l'humanité a fait de privilégier la recherche de la liberté individuelle. Pas de la liberté collective, pas de l'égalité, pas de la force du groupe, de la liberté individuelle. C'est-à-dire d'étendre le champ de l'usage libre de mon temps. Partout, dans toutes les sociétés, à toutes les époques. Disons que c'est la tendance lourde de l'histoire aujourd'hui, avec des allers-retours, avec des retards, avec tous les mouvements religieux, théologiques aujourd'hui qui poussent en sens contraire, etc. Mais en gros, le mouvement qui est vers le marché, vers la démocratie, c'est un mouvement lourd, universel, hein. Toutes les sociétés le font. C'est un mouvement qui est impulsé par... Peu importe d'où ils sont impulsés. Les Indiens aujourd'hui disent que la démocratie et le marché sont des idées indiennes de 3000 ans avant notre ère. Donc chacun en est même à considérer que ces valeurs sont si fortes qu'elles trouvent leur origine chez eux. C'est vous dire à quel point on se trouve dans une valeur forte. Bon. Ce qui veut dire dans la relation amoureuse la fin de la loyauté, la généralisation de la relation multiple, la transparence absolue et une sorte de polygamie, polyandrie généralisée qui ouvre des perspectives tout à fait vertigineuses dans l'organisation ou la désorganisation générale de nos sociétés. Mais là, c'est une tendance profonde dans laquelle nous entrons, d'individualisme généralisé qui, à mon sens, est certainement la grande question de demain. Est-ce que nous allons aller vers cette juxtaposition d'individualisme qui, au fond, revient à une sorte de juxtaposition de masturbation? Ou est-ce qu'au contraire, ceci va créer la nécessité de repenser ce que je disais tout à l'heure, trouver son bonheur dans le bonheur de l'autre pour créer une condition de survie de la civilisation. Pourquoi masturbation? Puisque vous venez nous dire que tout est possible. Tout est possible, mais en même temps, tout est possible simplement de la recherche du plaisir individuel, du plaisir de soi pour soi. Ce qui est l'autre n'est qu'un acteur de la masturbation. On n'a pas répondu à votre question, je trouve assez intéressante. Est-ce qu'il y a des époques où des gens ont rejeté le progrès et rejeter la gadgetisation. Bon, je vais vous donner l'exemple actuel. On a parlé tout à l'heure de King Luddite. King Luddite était donc ce gars qui a fait casser les machines-outils. Et il y a tout un groupe maintenant aux États-Unis et en Europe qui s'appelle les néoludites. Et les néoludites, c'est des profs d'université, c'est des PhD, c'est des docteurs en sciences, c'est des gens qui enseignent dans les universités. À Grenoble, il y a tout un groupe extrêmement actif contre les OGM et les nanotechnologies. Ce sont des néoludites. Alors, ils ont bien le droit, c'est pas des oiseaux, je veux dire, c'est des gars vraiment... Ah non, il y a des individus, mais il n'y a jamais eu des peuples en entier. Non, c'est des groupes entiers qui rejettent une certaine forme de haute technologie, sans penser aux impacts sociétaux, sans qu'on ait réfléchi à ces impacts, poussés par la gadgetisation technologique. Et là, oui, il faut qu'on refuse la gadgetisation technologique. Parce que souvent, ces gadgets qu'on nous vend répondent à des fantasmes, mais pas à des véritables désirs, en tout cas pas à des besoins de l'humanité. On confond les désirs et les fantasmes. La publicité, dont Bernard a si bien parlé, a un effet amplificateur. Et donc, oui, il faut refuser la gadgetisation technologique. Il faut refuser la McDonaldisation de l'enseignement. Il faut refuser la Bill Gateisation de tout ce qu'on nous vend et qu'on nous force à le vendre. Ensuite, on est dans une licence, on ne peut plus s'en sortir. Je parle du téléphone portable et des logiciels. Donc, il faut aussi qu'on ait un effort de résistance. Les ludites vont peut-être un peu trop loin, mais nous, on doit, chacun d'entre nous, être un peu un ludite. Oui. D'abord, un mot pour dire, je souscris tout à fait à l'appellation proposée par Bernard Stiegler de mécroissance. Ça me paraît une excellente formulation. Dans tous les débats avec mes amis champions de la décroissance, qui d'ailleurs commencent à revenir du terme, qui défendent maintenant ce qu'ils appellent la croissance, L' à croissance. Et il faudrait simplement trouver la version positive, le contraire de la mécroissance, qu'on pourrait peut-être appeler le croissance, la bonne croissance. Bon, c'est des questions d'appellation, de signifiant, mais c'est quand même relativement important. Mais je voudrais prendre les problèmes un petit peu différemment. Je crois que vous étiez tous d'accord tout à l'heure pour dire que finalement, il n'est pas très difficile de prévoir des innovations technologiques à des dates relativement déterminables, mais que le plus difficile et le plus important, c'est de prévoir des évolutions sociales générales et politiques générales et morales générales. Et moi, j'aimerais bien personnellement discuter notamment le scénario proposé par Jacques Attali. Il me dira si je le résume bien. Mais il me semble que dans ce qui est dit tout à l'heure, on entendait bien la chose. Le scénario, c'est celui d'une généralisation du modèle des démocraties de marché, comme vous les appelez, jusque dans les années 1935. 2035. Pardon, 2035, excusez-moi. À l'Inde, même à la Chine, je relisais un petit peu le livre tout à l'heure, donc la Chine deviendra démocrate en 2035. Donc on est en quelque sorte jusque vers 2035 et un petit peu au-delà dans la réalisation de la prophétie de Fukuyama.
Le modèle de la démocratie parlementaire se généralise à la planète tout entière. C'est à partir des années 2050 que les choses vont commencer à se gâter, qu'on va basculer dans l'hyper-conflit, l'hyper-terrorisme, et dites-vous que le capitalisme commencera à supplanter la démocratie, à se retourner contre la démocratie. Et puis après, beaucoup plus tard, les choses s'arrangeront. On arrivera à l'hyperdémocratie avec le soin accordé au relationnel sur la concurrence, etc. Donc je ne résume pas trop mal apparemment. Bien. Alors, il y a des étapes plus sophistiquées. Il y a plein d'étapes intermédiaires, mais je vais au scénario d'ensemble. Alors moi j'aimerais bien qu'on discute ça, parce que ça encadre un petit peu toutes les discussions qu'on a là, par rapport à ce que disait Bernard Stiegler tout à l'heure. Est-ce qu'effectivement on est bon an mal an malgré toutes les difficultés environnementales, les problèmes de la croissance, etc. Est-ce qu'on est dans une trajectoire positive qui nous amène jusque vers 2050 à une généralisation de la démocratie grâce au marché, fondamentalement? Parce que c'est ça qui est sous-jacent à votre raisonnement, c'est que l'extension du marché entraîne, pour l'essentiel, l'extension de la démocratie. Ce qui me paraît problématique. Dans la pensée de l'articulation entre économie, entre marché et démocratie, bien sûr, les deux vont ensemble, en tout cas pour la démocratie moderne. Mais vous faites le choix, me semble-t-il, de privilégier un déterminisme économique, c'est-à-dire l'idée que le marché, la généralisation du marché, vient avancer la démocratie. Ça me paraît problématique. Voilà. J'essaie de montrer qu'il y a... Juste en deux mots, pour situer un petit peu le cadre de la discussion. Moi, je serais beaucoup plus pessimiste que vous sur l'état même actuel de la démocratie, qui vous semble... Je ne la vois pas du tout généralisée. Peut-être un petit peu en Amérique du Sud et puis en Inde. Mais pour le reste, elle est en régression. Et par ailleurs, je rejoindrai Bernard Stiegler sur ce point-là. Même dans les démocraties occidentales, la question de savoir qu'est-ce qui reste réellement de démocratie commence à devenir problématique, un vrai problème. On voyait la discussion tout à l'heure avec le professeur Rousseau. Bon, c'est un événement parmi bien d'autres. Mais il y a quand même 36 000 problèmes qui se posent quant à l'effectivité de la démocratie aujourd'hui dans nos sociétés. Parce que je rajouterais sa capacité à répondre aux défis qui se posent à nous aujourd'hui. Parce que, si je peux me permettre, vous avez sauté une étape dans mon raisonnement. Pour moi, il y a 5 étapes devant nous. Il y a la prolongation de l'Empire américain. Il y a son déclin, suivi de la juxtaposition de 11 puissances qui se partageront le pouvoir, parce que je ne crois qu'aucune puissance ne va pouvoir remplacer l'Empire américain. Ensuite, il y a une étape très importante où je crois que le marché sera plus fort que la démocratie, que l'équilibre entre marché et démocratie qui existe à l'intérieur d'une nation ne pourra pas exister à l'intérieur de la planète, parce que le marché a une capacité de se généraliser, de devenir universel, alors que la démocratie n'a pas cette capacité. Le marché est sans frontières, la démocratie a besoin de frontières. Le marché devient mondial, la démocratie n'est pas mondiale et ne sait pas se mondialiser. On voit bien qu'elle ne peut même pas se créer au niveau de l'Europe. Donc on aura une étape, la troisième pour moi, vers 2030, où on aura un marché planétaire, où le pouvoir sera assuré par des substituts aux États, qui seront pour moi les compagnies d'assurance et les organisations de distraction, l'un pour permettre de ne pas voir et l'autre pour surveiller ceux qui veulent voir. Et les compagnies d'assurance seront les substituts des nations en termes des États en capacité de protection et de surveillance. Sans État et sans nation. Non. Alors à ce moment-là, il y aura... Donc ça, c'est la troisième étape. Là, c'est le chaos total, parce que le marché est efficace mais injuste. Donc on arrive à une extrapolation, une exacerbation des inégalités, des injustices. La fin des États, ça veut dire les armées privées, ça veut dire les désordres absolus. Et là, on arrive à la quatrième étape, ce que j'appelle l'hyperconflit, c'est-à-dire la violence totale et une guerre absolue où il n'y a même plus une guerre entre nations, mais une guerre totale et d'une brutalité extrême. Et c'est là où je pense qu'on va voir une sorte de résurgence, soit à la place de l'hyperconflit, soit après l'hyperconflit, où la démocratie va prendre le dessus, où on va enfin comprendre que la relation est plus importante que l'acquis et que le marché est véritablement suicidaire parce qu'il détruit l'espèce humaine. Mais je le décris parce que je le souhaite. Oui. Dans les années 30 du siècle dernier, des tas de gens avaient vu ce qui allait se passer. Des tas de gens disaient on peut éviter Hitler, on peut éviter la Seconde Guerre mondiale, il suffit de faire une Union européenne avec une union complète des nations européennes. Tout ça avait été écrit, il y avait même un traité européen qui avait été écrit en 1929 par Keynes, Aristide Briand et Walter Stresemann. On n'a quand même pas évité la guerre. Moi, je dis ce que je vois comme inévitable, mais je crains que, comme pour la Seconde Guerre mondiale, il a fallu la guerre pour faire l'Union européenne et pas l'Union européenne pour éviter la guerre. Monsieur Attali, je suis finalement plus optimiste que vous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que votre raisonnement, qui consiste à dire qu'il n'y a que le marché qui peut finalement être efficace, je crois, n'est pas juste. Et suicidaire. Je vais vous dire pourquoi je ne le crois pas. Parce que le marché
nécessite des relations de confiance et un système relationnel qui fonctionne bien. Or, le marché est arrivé à un point aujourd'hui autodestructeur par rapport à cela, qui d'ailleurs se produit en Asie, par exemple en Chine, beaucoup plus vite que chez nous, parce que c'est très accéléré les processus de transformation qui se produisent dans les autres pays qui n'étaient pas industriels auparavant. Et il y a quelque chose qui est détruit là, qui c'est ce qu'on appelait, ce que Aristote appelait la philia, qui est la condition et de la démocratie et de toutes les relations, appelons-les civiles ou civilisées. M. Rousseau parlait de civilisation tout à l'heure, on en parle beaucoup en ce moment. La civilisation suppose une philia, qu'elle soit d'ailleurs grecque ou pas grecque. Hein, c'est pas forcément être dans la philia, c'est le plaisir à être ensemble. C'est la confiance réciproque. C'est l'amitié, l'affection, la familiarité, la confiance, tout ce qui fait qu'on ne se saute pas dessus. Tout ce qui fait que Freud appelle simplement la règle de droit. Tout ce qui fait qu'il existe ce que Freud aurait appelé le surmoi. Dans L'avenir d'une illusion, Freud dit, imaginez que pendant 1 heure, le poids du surmoi disparaisse, mais immédiatement, c'est la barbarie absolue et tout le monde se détruit, s'autodétruit. Le marché est en train de détruire la filia en ce moment. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des relations entre les générations. Et les otaku, où les parents ont peur de leurs enfants, c'est quand même un comble. Et là, il y a quelque chose qui grippe. Donc moi, je crois, et alors là, en revanche, je suis absolument d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que la question, c'est la société relationnelle, la reconstitution d'une économie relationnelle que j'appelle, moi, une économie de la contribution, qui repose d'ailleurs sur des hypothèses d'Alain Caillé, qui pose la question d'un renouveau de l'économie du don. Aujourd'hui, je crois personnellement qu'il n'y a pas d'autre issue, et que je crains qu'il n'y ait de grandes catastrophes bien plus tôt que dans la chronologie que vous évoquez, et qui oblige finalement à transformer les systèmes relationnels. Vous parliez des assurances. Il n'a pas dû vous échapper qu'il y a environ 1 an, une grande assurance suisse, dont j'ai oublié le nom malheureusement, a déclaré que finalement il fallait prendre très au sérieux les accords de Kyoto, qu'il fallait absolument que les assurances jouent le jeu, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, tout simplement. Elles seront un substitut du gouvernement mondial en attendant qu'il se mette en place. Mais n'empêche qu'elles introduisent une certaine rationalité qui est liée au fait que finalement elles gèrent de la confiance. Parce que